Salut à toutes et à tous, un nouveau dimanche, un nouveau week-end et forcément un nouveau Hoop Culture. Je suis rejoint comme chaque semaine par Pierre Armand, vous le connaissez par cœur, vous l'écoutez, vous le voyez, que ce soit sur nos canaux ou sur les ondes de Radio Grenouille. Pierre Armand, je vais bien sûr te demander comment tu vas, mais j'aurai tout de suite une autre question parce que mardi dernier dans Hangtime, vous avez reçu un invité de marque et je voudrais que tu nous racontes tout ça. Donc première chose quand même, comment ça va Pierre Armand? Ben ça va, je passais une bonne semaine qui se termine en feu d'artifice comme toujours le dimanche avec toi mon ami. Donc c'est tout de suite la semaine qui était très bonne se complète et devient parfaite. Et donc mardi, dans l'émission de Hangtime, vous avez reçu un invité de marque. Allez, on savait hein, de toute façon que cette année, c'était Ayam qui était le parrain de l'émission Hangtime. Et là, vous avez reçu un peu bah, le parrain des parrains, on peut le présenter comme ça peut-être. C'est ça un peu la légende des légendes du rap marseillais, Akhenaton, qui était donc avec nous mardi. On avait reçu Saïd la semaine dernière, puisque cette année, donc Ayam, c'est les Paranime Time de notre 18e saison, donc on passe dans la majorité bien accompagné. Nos mains sont bien tenues. Ils vont venir donc, c'est eux qui nous l'ont proposé, ou plutôt de venir en groupe. Ils viennent un par un. Donc là, après Saïd, c'est Chill qui est venu hier. On recevra par la suite Shuriken, on recevra Keops, on recevra Kefren, Imhotep, DJ Daz, enfin voilà, toute cette bande qui va donc venir nous présenter à chaque fois, venir avec une grosse sélection, hein. Pratiquement, ils viennent avec une dizaine de titres. Donc, ça nous permet de découvrir un petit peu leur background musical, ce qu'ils écoutent en ce moment. Et puis, ça leur évite de parler forcément du groupe, mais de parler d'eux, sachant que tu connais Akhenaton, quand tu lui poses une question, généralement, il répond aux 10 suivantes, tellement c'est un animal médiatique, comme j'en ai rarement vu. Donc voilà, on a passé un super moment. Bon, on les connaît bien, donc déjà, c'est toujours agréable de se retrouver. Et on a vraiment, alors on va pas dire qu'on l'a découvert, mais en tout cas, il nous a sorti des sélections aux petits oignons. Je t'ai renvoyé la playlist pour te la montrer et je pense que Ouais. tu as kiffé. Et surtout avec une connaissance empirique des artistes qu'il proposait, où il nous expliquait, il les remettait dans les contextes, un petit peu dans la nébuleuse et l'arbre généalogique de ce mouvement très underground actuel, parce que tous les morceaux qu'il nous a fait jouer ont moins de 2 mois. Donc ça, c'était super. Voilà, moi, je vous conseille d'aller réécouter cette émission alors, tu l'as dit de porte-drapeau. Je vais poser la question, est-ce qu'il préférait être le porte-drapeau du rap français ou le porte-étendard de la culture hip-hop? Il préférait être porte-étendard, ça lui évitait d'avoir du monde sur les épaules. Très bien. Non mais c'est vrai que tu m'as envoyé la sélection d'Akhenaton, je connaissais pas tous les morceaux. Euh, Ce que je trouve assez admirable, c'est que tu sais, voilà, je vais faire une passerelle avec le basket où les old-timers sont tout le temps à te dire, ouais, nous à notre époque, blablabla, et en fait, dans les hot tech, il y en a pas un, tu sens qu'il n'y en a pas un qui regarde les matchs. Moi, je suis bluffé par l'intérêt que qu'Akhenaton a toujours eu pour le rap sous toutes ses formes, mais pour le rap le plus pointu. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est jamais, il a jamais changé là-dessus. J'ai l'impression qu'il a toujours gardé une oreille extrêmement attentive à ce qui pouvait se tramer à tous les niveaux. Et c'est pas du tout le genre de gars qui va te dire le rap c'était mieux avant ou quoi que ce soit c'était mieux avant. Et ça, je trouve c'est assez admirable quand même pour quelqu'un qui a fait autant pour le rap en France et qui a une telle carrière. Je trouve ça assez incroyable de continuer à garder, tu sais, un petit peu ce plaisir juvénile, cette excitation à l'idée de découvrir de nouvelles choses en permanence. Bah, c'est des gym rats, hein, Ouais. enfin, en tout cas lui, hein, en particulier. C'est-à-dire que s'il a une éthique de travail qui est telle que c'est sport et studio. Il passe 10 heures par jour à la Cosca dans son studio, que ce soit à faire des choses, mais aussi à écouter beaucoup de musique. Et c'est ce qu'il disait hier. Je lui posais la question justement, pas sur ce qui était mieux avant, mais sur est-ce que le rap c'était mieux avant, mais qu'est-ce qui était mieux avant dans le rap, ou qu'est-ce qui est mieux aujourd'hui? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé que vous auriez aimé avoir comme facilité plus tard? Donc, plus tôt, je veux dire. Je vous laisse aller écouter l'émission, elle est disponible en podcast pour découvrir ce qu'il dit. Mais il n'y a pas de nous, aujourd'hui, ceci, cela. Non, on est dans. Bon, alors, on connaît la bienveillance et de cette équipe, de ce groupe qui vit ensemble depuis
qui a plus de 40 ans et qui continue et qui s'amuse toujours autant et ils sont toujours aussi soudés. Et justement, alors c'était marrant parce que Chill était là et Saïd est venu lui faire la surprise de lui dire bonjour. Et c'était salut papa, ça va, machin. Et ils se chambrent, et comme si, alors qu'ils se sont vus 2 jours avant, vraiment la bande de potes, incroyable. C'est Ouais. un peu la Dream Team, enfin, le dream job d'être dans IAM, c'est trop bien. Tout est parfaitement calibré, géré, chacun a sa partie et chacun, ils aiment se retrouver. Il n'y en a pas un qui dit pas bonjour à la moindre personne dans une salle. Moi, je les ai vus faire, hein. Je suis arrivé une fois, c'était dans une salle avec eux. Que ce soit le type de la sécurité qui ouvre les barrières, comme la dame qui est derrière ses fourneaux, comme la personne qui vient débarrasser le catering. Il y a un bonjour pour tout le monde, il y a un sourire pour tout le monde, il y a une photo avec tout le monde. Donc, c'est très agréable. Et en effet, les oreilles sont toujours ouvertes, et même s'il y a des références particulières, hein, on connaît la folie, enfin l'amour d'Ayam pour Mobb Deep par exemple, hein. Dans sa playlist, il y avait un morceau du dernier Mobb Deep où il en a parlé en long, en large et en travers, et avec cette fameuse anecdote comme quoi c'est en écoutant l'album de Mobb Deep qu'ils ont décidé de refaire complètement l'école du micro d'argent parce qu'ils voulaient que ça sonne comme ça. Et il raconte que ils écoutaient l'école comme ça, ils levaient l'aiguille et ils mettaient l'album de Mobb Deep de l'autre côté pour voir si ça, alors sans faire du plagiat ou quoi que ce soit, mais ils avaient envie de cette vibe-là. C'est là qu'on se rend compte du génie de Mobb Deep, parce que l'école du micro d'argent n'a pas pris une ride encore aujourd'hui et s'écoute toujours autant. Mobb Deep, pareil, donc c'était intéressant de voir ça. Et du coup, il s'intéresse beaucoup aux jeunes producteurs qui se revendiquent de Mobb Deep également, qui sont fans. Donc voilà, j'en dis pas plus, allez écouter ça, je fais très long. Oui, j'ai vu que dans sa sélection, il avait mis notamment un morceau de Nicolas Craven, là, ce producteur actuel, avec qui il a signé tout un projet, même d'ailleurs. Vous Mm, trouverez mm. ça sans problème. Juste pour la petite anecdote, tu sais, je me rappelle très bien, moi, de la première fois que j'ai entendu parler d'IAM, c'était à la fin des années, au tout début, pardon, des années 90. Il y avait sur M6, qui était à l'époque une chaîne musicale, il y avait une émission qui s'appelait Rapline, qui passait le vendredi soir tard, présentée par Olivier Cachin, qui Mhm. derrière a voilà, été le rédacteur en chef de plusieurs publications. Et en fait, il y avait à la fois, il passait des clips de rap américain, mais c'est aussi les tout premiers clips de rap français qui ont été faits. C'était les équipes de M6 qui allaient réaliser des clips pour des groupes émergents, parce que la plupart n'étaient pas encore signés, quoi. Et je me rappelle de. Alors, moi, j'ai grandi en région parisienne, et de manière hyper bête, hein, j'avais, je sais pas, 12, 13 ans à l'époque, j'imaginais même pas qu'il y avait du rap autre part que qu'en région parisienne. Nous, on avait les premières cassettes qui circulaient des émissions de Radio Nova, etc. Et donc un jour, il y a donc Olivier Cachin annonce, il dit ouais, même le meilleur groupe de rap en France. Alors pareil, moi je me dis mais c'est NTM, meilleur groupe de rap en France, qui ça peut être Mhm. d'autre, quoi. Et premier clip de d'IAM, tourné avec les moyens du bord. Je me rappelle encore du morceau, ils avaient fait le morceau Tu seras Elvis, qui est sur le tout premier album d'IAM, et j'avais rien compris, honnêtement. J'avais pas compris, c'était tellement différent de ce C'est qu'on ça. connaissait. Même, tu vois, que ça soit dans, comment dire, la manière de s'habiller, c'était pas la même que chez nous. C'était tellement différent que je me suis dit, mais n'importe quoi, c'est quoi ce groupe? C'était trop bizarre. Et après, quand l'album a fini par sortir, là, j'ai pris une énorme claque. C'était, voilà, le premier album d'IAM, c'était l'un des albums qui ont vraiment bercé, enfin, mais une partie de ma jeunesse. J'ai adoré ce premier album d'AM justement parce que ça ressemblait à rien d'autre de ce qui se faisait, que ce soit le délire à l'époque qui était autour des pharaons et de l'Égypte antique. Il y avait un vocabulaire propre vraiment et un univers en fait qui était propre Mhm. à IAM, moi qui m'avait beaucoup plu parce que justement, encore une fois, c'était identique à rien d'autre. Oui, et puis en plus, il y avait beaucoup de barrières qui étaient brisées à ce moment-là. On allait sampler, on n'allait pas forcément du côté de la soul ou du jazz, on allait du côté des musiques nord-africaines, des musiques africaines subsahariennes. Enfin, voilà, il y avait énormément il y avait une ouverture d'esprit qui était bah, celle qu'on leur connaît. Il y avait la barrière de faire un double album de rap. C'était la première fois que ça n'existait pas de Ah, faire un ça c'est double sur album. ouais, après sur le deuxième, ouais, mais Sur t'as Ombre et raison, Lumière, ouais, 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 mais bon, ouais, tu vois, bien c'était sûr. quand même très nouveau. Et après, on a vu ça beaucoup tout autour. Mais on se rend pas compte pour nous, IAM, ça nous appartient un petit peu, tu vois. Moi, quand j'étais allé les voir au Vélodrome cet été, t'avais pas l'impression d'être dans une grand-messe, un grand concert, dans un concert de stade. T'as l'impression que t'étais dans une petite salle et en fait, juste qu'on était 60 000
mais des Marseillais, et que ça nous appartient un petit peu, tu vois. C'est un peu, on était entre copains, tu vois, plus qu'autre Hmm. chose. On rencontrait plein de gens qu'on connaissait. Donc il n'y avait pas ce côté gigantisme, si tu veux, auquel je m'attendais au départ. Euh, et, euh, et je pense que c'est ça le truc. Et on se rend pas compte du coup du rayonnement mondial qu'a pu avoir IAM sur leur manière de faire, sur leur manière de construire, sur leur manière de travailler. Et qu'il y a beaucoup d'artistes américains qui se sont librement inspirés de leur travail, de leur concept, de toutes ces choses-là. Donc voilà, il faut pas oublier. Je pense qu'avec, je parle pas en nombre de, de disques vendus, mais en rayonnement dans le monde entier, je pense que IAM avec Kassav et peut-être Daft Punk sont les trois plus grands groupes de l'histoire, quoi. Hmm. En tout cas, super. Bah, n'hésitez pas à aller écouter l'émission de Hangtime, effectivement, que vous pouvez retrouver sous format de podcast. Oui. Bien joué pour tout ça. J'ai envie de te lancer sur un autre truc, parce qu'on parle un peu des vieux de la vieille avec IAM, avec Akhenaton, forcément. Là, on enregistre un peu plus tôt, on enregistre mercredi, et vient de tomber une info qui concerne l'un de tes joueurs préférés all-time, Pierre Mm, Armand, mm. Chris Paul. C'est pas- Chris Paul, donc, qui en gros annonce que ça va pas le faire avec les Clippers, c'est qu'ils l'ont renvoyé chez lui, et on sait pas encore où il va atterrir, mais en gros ils vont trouver une solution pour qu'il reste pas dans ce marasme. Juste avant qu'on parle de Chris Paul, quand tu vois le nom de Chris Paul qui arrive dans ton fil que tu scrolles et que tu vois Chris Paul, comment ça se passe à l'intérieur de toi, Pierre Armand? Est-ce que c'est tout de suite une crispation? Est-ce que des gros mots qui jaillissent comme si tu étais pris du syndrome de Tourette? Comment ça se passe pour toi? C'est un spasme. C'est des petits spasmes. C'est des douleurs gastriques, toujours, au départ. C'est-à-dire de voir et de toujours voir son nom, sa tête et dire qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis là, tu vois, on lui a dit de rentrer chez lui. Alors, évidemment, vous vous doutez, il n'est pas revenu chez moi. Il n'est pas venu se réfugier chez moi. J'aurais dit, ça, il aurait sonné, il m'aurait dit c'est Triste Paul, parce que maintenant je l'appelle Triste Paul. C'est Triste Paul. Euh, non. Mais parce que j'ai froid. C'est pas grave, hein. Donc voilà. Non, non, mais Le c'est. cœur de pierre. Cœur de pierre, Non, mais clairement. oui. Non, mais c'est vraiment, c'est le premier truc que je t'ai dit, c'est pas élégant du tout de la part des Clippers, bien sûr. C'est la cérémonie, parce que vous avez eu un débat l'autre jour avec Antoine sur où on retire le maillot de Chris Paul. Si c'est aux Clippers, ça va être un peu pesant, hein, l'ambiance va pas être folle. Après, on n'a pas encore, voilà, au moment où on enregistre, on vient d'avoir l'info, on n'a pas les tenants aboutissants, mais lui-même a dit, on m'a demandé de rentrer chez moi. Il n'a pas l'air très content du truc. Un peu de respect quand même parce que faut que je prenne un truc pour digérer, mais un peu avec les légendes de la ligue, voilà, faut un peu de respect quand même, mais malgré tout, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça reste quand même un sacré joueur de basketball, hein. Limite, tu sais, moi j'étais plus soulagé pour lui en fait, parce que je préfère qu'il aille finir dans une. Là, c'est tellement. Enfin, c'est. T'as l'impression que c'est un mouroir cette équipe des Clippers cette année. Horrible. C'est un désastre sans nom. L'ambiance, elle est plombée. Tout le monde fait la gueule. Voilà, j'espère qu'il retrouvera une équipe qui au moins participera à des playoffs, finir sur des playoffs, même si tu joues 2 minutes, tu sais, à la fin d'un match où tu sors, le public t'applaudit pour ta carrière et que voilà, de toute façon, il a annoncé que ça serait sa dernière. C'est quand même, ça serait quand même plus joli que de terminer avec cette équipe moribonde des Clippers. Je suis d'accord avec toi. Alors après, là, en plus, là, c'était terrible parce qu'hier, il y avait eu un nouveau mème où, je sais pas si tu as vu, où il plante un tir à 3 points, t'as vu ça? Non, j'ai pas vu ça du Où, tout. en fait, tu vois, il plante un tir à 3 points dans le corner et il y a marqué Chris Paul à 3 points pour ramener les Clippers à -37. Et il y avait eu déjà ça, je crois, quand il était à Phoenix, où il met un tir à 3 points pour ramener les Suns à -28. Et il y avait eu Ok. déjà cette vanne. Et du coup, là, ils lui ont recollé dessus. Et bon, et puis, j'ose espérer qu'on va pas mettre sur le dos de Chris Paul la dynamique explosée des Clippers. Je sais pas dire ça. J'espère qu'on va mettre ça. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Peut-être ça n'a pas collé dans le vestiaire. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être. On sait pas. Pourvu qu'on mette pas ça sur les épaules de Smooth Unico. Ouais, Pas je pense Arizona, que. Ouais, oui. Tu fais bien de préciser. Non, non, je pense que là, ils sont inatteignables là-dedans. C'est pas eux, sur eux que vont porter les soupçons, mais
Ouais, pour le coup, j'avais pas. Tu sais que on en parlait dans. Je sais plus si c'était entre nous ou si c'était dans le CQFR, mais quand Chris Paul a annoncé sa retraite, il y a 10 jours, là, une semaine, 10 jours, moi j'ai cru que c'était effectif, quoi, qu'il prenait sa retraite dans Et l'instant. moi aussi, j'ai cru que c'était. C'est après que j'ai vu qu'il disait quand même qu'il allait au bout de l'année, mais ça m'aurait pas surpris, vu déjà dans quelle situation étaient les Clippers à ce moment-là. Enfin bref, c'est quand même assez fou cette histoire. Bon, il a quand même droit d'avoir pas un farewell tour, mais d'avoir au moins une petite ovation dans les salles où il a joué, quoi. Hein, Ouais. notamment à Je sais- Oklahoma City, où il a quand même fait Oui, de oui, belles voilà. choses 2 fois, tu vois. Hmm. Bon, donc je suis là. Je pense pas qu'il ait laissé. C'est un joueur qui m'a laissé un mauvais souvenir tout le temps, mais qui n'a pas laissé un grand mauvais souvenir nulle part où il soit allé. J'ai pas l'impression que quand les Chris Paul soit parti, tout le monde ait Hmm. dit ah bah, bon débarras, quel connard. Alors on sait pas ce qui se passe en interne, mais en tout cas dans le cœur des fans, à chaque fois il a toujours été blessé au plus mauvais moment. Ça c'est la poisse Chris Paul dans toute sa splendeur. Mais voilà. Ouais. Après, au niveau de ses adversaires, je pense qu'il a pas laissé forcément toujours des souvenirs impérissables. C'est pas celui, je pense, pour lequel il y aura le plus de gars qui vont. Tu penses que les gens, tu vois, si jamais ils retrouvent une équipe et qu'effectivement ça se passe bien, qu'il y aura beaucoup de joueurs qui vont aller à la fin du match Non. échanger leur maillot avec lui. C'est un très grand joueur, hein, mais c'est vrai qu'il s'est fait tellement. J'ai l'impression qu'il s'est fait tellement d'ennemis. C'est un petit peu. C'est pas tout à fait la même chose, mais un petit peu comme Isaiah Thomas, qui finalement avait été détesté quand même par l'essentiel des joueurs qui n'ont pas porté le maillot des Pistons, que c'est un peu triste en fait pour ces grands vainqueurs qui sont dans l'histoire malgré tout, mais qui finissent par payer en bout de course un petit peu le karma, enfin, qui les rattrape sur la toute fin, quoi. Mais ce serait intéressant de voir parce que là, tu sais, il était au syndicat des joueurs, il avait quand même C'est une vrai. place centrale hein, dans tout ça. Donc il y en avait peut-être qui n'avaient pas envie de se faire taper sur les doigts derrière hein, avec une sorte de comment dirais-je, de statut d'affranchi où on n'avait pas le droit de le toucher. J'ai hâte de voir ce qui va se dire pas dans les mois, mais dans les années à venir, quand certains joueurs vont parler sur Chris Paul, comme tu vois, on a appris que John Stockton était la dernière des ordures et des petites ordures sur un terrain quand Steve Kerr racontait ça. Tu vois, sur le coup, on ne savait pas. Nous, on pensait que c'était un gars tout propre sur lui, qui se blessait jamais, mais en fait, enfin, t'as des trucs alors, de comportement sur le terrain, et peut-être que du coup, certaines langues vont se délier. À ce niveau-là, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas quelqu'un, t'as pas toujours l'impression, tu vois, comme Dwayne Wade quand il arrive sur un terrain où tous ils lui tombent dessus, où il fait le con, il rigole, tout le monde plaisante avec lui, je sais pas. Après, je vais être très honnête, comme je ne porte pas une attention très particulière aux arrivées sur le terrain de Chris Paul, je peux pas dire. Mais ce que je peux te dire, c'est que quand même, au NBA Games de Paris. J'ai eu le plaisir, donc, le deuxième soir, d'être dans la salle conférence de presse. Ce que je vais dire est débile, hein, et je m'en excuse d'entrée, mais tu vois, j'ai pas du tout été impressionné quand je l'ai vu. Il Hmm. est arrivé, il a fait le job charmant, il a répondu aux questions, euh, en grand professionnel et tout. Et donc, on a vu passer lui, Tyrese et Victor, et tu avais l'impression que c'était alors que c'est en effet une légende de la NBA, futur Hall of Famer, ça se discute même pas. Mais que voilà, il était une classe. Enfin voilà, moi ça m'a pas impressionné de le voir, tu vois. Hmm. Ouais, je vois. Après, c'est vrai que ces notions-là, c'est tellement particulier. Tu vois, c'est marrant parce que je crois que je te l'avais déjà dit, Pierre Armand, mais il y a une fois où John Starks était venu dans le cadre justement d'un NBA game ou d'une activation NBA à Paris. Et on Mm. avait eu l'opportunité d'avoir un créneau d'interview assez long d'ailleurs avec mon collègue Julien De Schutner en seul à seul avec John Starks. Et en fait, j'étais comme un Oui, môme en bien sûr. fait. Et tu vois, ça m'avait fait une plus forte impression que, je reviens souvent à ça, mais aux Jeux Olympiques, j'avais eu la grande chance d'aller aux Jeux Olympiques de Londres. Donc tu avais Kobe, LeBron, enfin une équipe monstrueuse. Et ça m'a, tu vois, j'étais moins impressionné d'être de poser une question à Kobe que de me retrouver dans une pièce avec John Starks parce que je me rappelais m'être relevé la nuit pour voir Bien les, sûr. les duels Knicks-Bulls. C'est un des joueurs des Knicks que j'adorais. Enfin, tu vois, il y a aussi cette part de fan qui fait que on peut être. Finalement, le statut de la personne ne rentre pas toujours en ligne de compte par rapport à ce qui nous parle individuellement. Et c'est toujours un des plus applaudis hein, quand c'est au Garden Ouais. et qu'il apparaît sur un écran, il est tout le temps là hein, en tant qu'ambassadeur des Knicks. Et c'est toujours un des plus applaudis.
Donc déjà, moi, je suis ravi pour lui. J'aurais bien retiré son maillot à la numéro 3 à New York. Je pense que ça aurait fait plaisir à tellement de gens. Puis voilà. Puis je me dis que je regarderai jamais les highlights de Chris Paul. Ça me fait chier. Si, quand il dit, quand il s'énerve après DeAndre Jordan ou qu'il prend la main de Victor pour la mettre sur le. Ou quand il se prend une patate de Rajon Rondo. Voilà, ça va me faire plaisir. En tout cas, toi, Théo, Ouais. tes semaines sont fatigantes, mais je sais pourquoi. Et le public, les gens ont le droit de savoir, Théo. It's time. Parce que je sais que toi, Théo, tu as accès à certaines choses. Mais je sais maintenant que tu as accès au métavers, à des mondes parallèles, Théo. Et je sais que tu en reviens tous les soirs. Tu pars à un moment donné, après le CQFR, tu vas dans ton métavers et tu reviens. Et moi, j'ai envie de te poser des questions. Parce que dans ta DeLorean, là, je sais que tu vois des trucs que nous, on voit pas. Et qu'il y a des mondes parallèles. Et tu sais des choses que nous, on sait pas. Par exemple, je sais que dans ton monde parallèle, Théo, les Supersonics n'ont jamais déménagé. Et j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui s'est passé depuis. Bah, ce qui s'est passé depuis. Si les Sonics n'avaient jamais déménagé pour nous, on aimerait savoir qu'est-ce qui s'est passé alors. Est-ce que ça a changé quelque chose? ça, ça a tout changé, Pierre Armand, parce que déjà, ce qui s'est passé, c'est comme la franchise savait qu'elle allait rester en place, ils n'ont jamais tradé Sean Kemp. Donc Sean Kemp n'a jamais pris 712 kilos. Euh, il a pu finalement continuer dans sa lignée. Alors c'est dommage, il aura pas manqué grand-chose, hein. Ces Sonics, ils avaient vraiment une belle opportunité de pouvoir gagner le titre, donc pas gagner le titre. Par contre, voilà, on se rappelle encore les finales de conférence qu'ils ont pu jouer face au Jazz. C'était vraiment un très très beau moment de l'époque des Sonics. Et voilà, c'est cool, c'est que ça a permis de cimenter cette place de Sean Kemp quand même parmi les 75 meilleurs joueurs de l'histoire, parce qu'il a continué, comme tu le sais, à aligner les cartons offensifs individuels et puis voilà, les highlights. Donc ça, c'est la première chose, bien sûr, bien Ils ont sûr. été champions? Non, non, c'est pas Ils ont pas passé été loin, hein, champions dommage. depuis. Ouais, dommage. Ouais, expulsion de Gary Payton dans le quatrième carton, tu sais, deuxième technique, parce que soi-disant, il aurait mangé un bout de l'oreille de l'arbitre, un tout petit bout, hein, franchement. Ouais, Ça n'a même pas saigné. exactement. Mais c'est pas passé loin. Euh, Jeudi, tu es revenu du métavers et on parlait de Chris Paul, c'est marrant. Et Chris Paul était allé aux Lakers alors? Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Eh ben, ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire qu'il y a eu une baston rangée dès le premier entraînement entre Chris Paul et Kobe Bryant. Donc malheureusement, Chris Paul n'a joué que 2 matchs, dont un d'INP et demi, et il a tout de suite été réenvoyé malgré tout aux Clippers, histoire de voilà de. Les Lakers pensaient l'envoyer dans le purgatoire. Finalement, ça a quand même été ses plus belles années. Ça a été aux Clippers, mais cette baston a laissé elle a comme, profondément meurtri quand même les fans. Kobe qui a joué la moitié de la saison quand même avec un œil au beurre noir, c'était pas cool. Et du coup, parce que David Stern a dû dire, j'aurais dû pas le faire alors. C'est ça, David Stern était en mode YOLO, de toute façon, il faut aller... soyons fous, laissons tous passer, c'est pas grave. Ce qu'il a fait après, hein, de toute façon, en autorisant un trade qui a permis aux Lakers justement de récupérer... attends, Pau Gasol contre Kwame Brown, tu vois, c'était déjà n'importe quoi. Donc, David Stern était déjà bien atteint à l'époque. Théo, dans ton métavers l'autre jour, t'as pu retourner dans la finale de 2019 et dans le match 4, je crois, 4 ou 5, Klay Thompson a un peu mal. Il joue moins, il est laissé au repos au cas où il y a une contre-attaque qui se fasse un petit peu plus mal. Du coup, finalement, Klay Thompson s'est pas blessé, ça a donné quoi? Et ben finalement, c'est les Warriors qui l'ont emporté, mais le plus fou, c'est qu'ils l'ont emporté face aux Sixers. Parce que tu sais que le tir de Kawhi Leonard n'est jamais rentré, hein, dans la demi-finale de conférence. Donc voilà, c'est magnifique, magnifique titre. Et puis voilà, il a rebondi parfaitement dans le dernier match, Klay Thompson. C'était vraiment des très belles finales, hein. C'est des très belles finales. C'est quand même dommage que Kevin Durant ait quand même voulu se barrer à la fin de cet épisode-là. Mais au moins, il sera parti sur un titre. Bon, parfait. Dans ton métavers, Théo, il y a un temps mort. Utah mène 2-3 points contre les Bulls, match 6 des finales. Jordan part au drive sur Antoine Carr. Il met son lay-up. Le ballon repart. Stockton met à l'intérieur pour Malone. Jordan arrive par derrière. Il frappe. Malone flop. Faute de lancer franc. Qu'est-ce qui se passe? Euh,
c'était quel jour de la semaine? C'était un dimanche encore ou pas? Je crois que c'était Vous pouvez revenir lui dire le facteur passe pas le dimanche ou pas au lancer franc? c'est ce que j'allais te demander. Ben non, mais il fait 1 sur 2, 1 sur 2, temps mort et Donc plus système. 2. Alors là, pour le plus 2, ça, c'est ça. Donc plus 2, temps mort de Phil Jackson qui avance la. C'est Ne ça me ou dis, je me trompe? Redis-moi. ne me dis pas que ça va être encore Steve Kerr qui va sortir le truc parce que Jordan n'est pas capable de prendre un shoot important dans un match important de la finale. Non, encore plus beau, c'est que pendant le temps mort, Phil Jackson va pour mettre en place un système et c'est Scottie Pippen qui lui coupe la parole. On voit pas ce qu'il fait, mais c'est lui qui dessine le système. Système pour Tony Kukoc qui met le panier de la gagne. Bravo. Et Pippen qui ne saute pas dans les bras de Tony Kukoc qui fait la gueule. Euh, il n'y a pas longtemps, tu es allé dans ton multivers de nouveau et un petit peu avant les Jeux Olympiques de Londres, tu rencontres Tipeee dans la rue un soir, tu étais aux États-Unis, qui dit bah, je sors en boîte, là, je vais passer une soirée. Tu lui dis viens, on va manger un petit steak tous les deux. Donc Tipeee ne va jamais en boîte de nuit se prendre une bagarre avec avec Chris Brown, pardon. Je fais décidément. Qu'est-ce qui se passe? Le steak qui m'emmène manger, il est grand comme la Croatie ou Il est grand comme le Texas déjà. Très bien. Des souvenirs extrêmement douloureux à ça 2012 là sur bonne question. Tu sais quoi, ça change rien en fait. Malheureusement, ça change Je crois rien qu'il était fatigué. parce que l'Espagne trouve quand même le moyen de croiser avec nous pour le quart de finale. Et j'ai un... je fais une aparté, petit regret quand même, parce que la patate magistrale balancée par Nicolas Batum, je continue de penser qu'elle est tombée sur Navarro, mais que c'était pas celui qui l'a mérité le plus. Donc si je peux changer, dans mon multivers, c'est fou, j'ai un trou de mémoire complètement dingue face au seul joueur que j'ai détesté de toute ma vie. C'est Rudy Fernandez qui prend la patate et non pas Navarro. Mais malheureusement, oui, on passe pas l'écart malheureusement. Dans ton multivers, t'es allé te promener, tu regardais un peu. T'aimes bien aller voir quelques matchs de high school. Et puis tu vas à Spartanburg Day. Et là, tu te rends compte qu'il y a un gars qui s'appelle Zion Williamson. Un truc de fou. Mais tu te dis, c'est pas possible, ce gamin, il va aller en NBA, il va tout péter, mais avec le corps qu'il a, il va se blesser. Et tu dis, je vais le prendre en main, je vais surtout lui donner 2-3 conseils. Théo, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, ça a tout changé. Hein. Premier conseil que je lui ai donné, pas de pain avec les pâtes. Deuxième chose, Avec le couscous. pas plus de 2 litres de soda par jour. Et ça a changé toute sa vie, hein. C'est fou. Hein. C'est fou. Là, Et il du coup, cartonne. Hein. Et du coup, les Pelicans ont quand même réussi à gagner un titre NBA, ce qui est fou. Hein. C'est fou. Bon, il a été annulé parce que quand on s'appelle les Pelicans et qu'on a une mascotte qui a cette gueule-là, c'est pas autorisé en fait, selon les conventions de Genève, de pouvoir gagner des titres. Mais malgré tout, sur le terrain, ils ont gagné un titre quand même, pas mal. est-ce qu'il a été le grand joueur annoncé? Absolument, il était le grand joueur annoncé. Meilleur joueur de la catégorie 140 kilos et plus sur l'ensemble de sa carrière. Non, très grand joueur, Zion Williamson. Ça sera... Parce que dans notre monde à nous, si ça continue, ça sera un peu... quand on fera un what if dans 10 ans, on mettra Ja Morant, lui, et ça va nous faire mal au cœur. Bah là, il est plus Euh, près d'avoir la carrière d'Oliver Miller que de Charles quel, Barkley, on va dire. quel gâchis. Un qui n'aura eu ni la carrière d'Oliver Miller, ni celle de Zion Williamson. Dans ton métavers, l'autre jour, tu as rencontré LeBron James qui partait tranquillement sur le plateau d'ESPN pour annoncer sa décision. Et tu m'as dit, et apparemment, il a décidé de rester à Cleveland. Qu'est-ce qui s'est passé, Théo, après? De rester à Cleveland. Bah oui, bah tu sais, LeBron, il est jamais parti hein, dans ce multivers-là. Il a fait toute sa carrière à Cleveland, hein, toute sa carrière. Ils ont gagné un titre, mais c'était un beau titre. Hein. Ils sont revenus, tu sais, comme tu le sais, pour battre les Warriors. Voilà. Bon, par contre, la différence, c'est que du coup, il n'est pas du tout considéré comme l'un des 2 meilleurs joueurs de tous les temps. Hein, mais c'est plus un what if qu'autre chose. Hein. S'il était parti à Miami, imagine, s'il était Ah parti aux bah ouais, ouais. Lakers.
pourquoi être resté toute sa carrière à Cleveland. Par contre, c'est une icône. C'est d'ailleurs l'État de l'Ohio s'appelle maintenant le LeBron Ohio. Ils ont changé le nom, hein, même si Donald Trump est pas tout à fait d'accord pour qu'on donne des noms d'athlètes noirs à des États aux États-Unis, mais pour le coup, c'est le cas quand même. Donc légende, mais beaucoup de what if autour de la carte de LeBron James. Un peu l'Udonis Haslem finalement de Cleveland. C'est ça, Plus avec une moins de titres, mascotte, mais c'est ça. plus une mascotte qu'autre chose. Bon, ce qui fait chier, c'est dans ton multivers, Donald Trump est toujours là. Bon, pas grave, on parlera d'autre chose. Dans ton multivers, Théo, en 1993, l'OM remporte la Ligue des Champions contre. Là, Je ne c'est sais Milan. Milan AC. Bravo, bravo. Putain, je vais remettre dans le Dans bon les deux sens. sens, Putain, ça toi, marche. j'apprends. Dans les deux sens, ça marche. Et soudain, c'est l'amour fou pour toi. Le ballon rond te rend fou. Tu te dis, merde, Jordan gagne tout le temps. Je suis sûr que c'est tout ça est grugé, la NBA. Mais le basket, tant pis. Tu sais quoi, je me lance dans le foot. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé, Théo? J'aime pas trop parler de ça, hein. C'est assez douloureux ce qui se passe dans ce multivers. Je te cache pas que ma vie se passe pas hyper bien parce que visiblement je déménage à Lens. Voilà, je me mets à fond là-dedans, donc je suis au stade tout le temps, mais mon corps tient pas le coup en fait. Pas habitué à ce type d'ambiance, je dépéris assez vite. C'est une histoire Froid, assez sombre. t'as vite froid. Le froid, c'est ça. C'est Tu travailles une pour histoire France très Foot. sombre. Est-ce que tu travailles pour France Football? Et j'aurais bien aimé, mais non, ils ont jamais accepté. Ils ont jamais accepté. Quand je leur expliquais que une erreur, hein, tu vois, je leur avais envoyé un article pour me faire mousser un petit peu, qui s'appelait, c'était un petit peu anthologie ou rendons hommage à Joël Batz, l'ange vert inoubliable, et ça a pas fait le cut du coup. Oh, je vais rien oublier. Franchement, il faudrait faire un t-shirt avec ça. La tête de Joël Batz marquée l'ange vert. Euh, Dans ton multivers, on reste vers 2010-2012. On va en reparler tout à l'heure. Tu es très intégré dans le milieu de la musique et tu as la chance un soir de passer une soirée avec Amy Winehouse et tu lui en fais enfin entendre raison. Son mec est un connard et il faut qu'elle arrête de boire. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bah, m'a envoyé chien, comme, comme tous ceux qui lui avaient, dans tous les multivers, tous ceux qui lui avaient dit ça, hein, malheureusement. Non, je rigole, mais c'est triste, mais ouais, non, m'a Bien envoyé sûr. chier, ça reste quelle tragédie. Par contre, il est pas mal, son petit producteur, là, Mark Ronson, et il a du talent quand même. Oui, ça va. Lui a fait son trou. Euh, Dans son multivers, tu rencontres un petit jeune dans le 5e arrondissement de Marseille qui s'appelle Julien. Et autour de lui, ses potes l'appellent Jules, tout ça pour rigoler. Et Julien, il se cherche un petit peu. Et un jour, tu lui dis bah, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour Noël? Et il dit ah bah, j'aimerais bien qu'on m'offre mon premier album de rap pour voir ce que ça donne le rap. Qu'est-ce qui se passe après Théo? Ah, mais là, le poids de la responsabilité est immense que tu mets sur mes épaules. Là, c'est l'univers est en jeu, là. Tu sais, c'est qui tu envoies C'est la pour galaxie gagner un concours de 1 contre 1 face aux aliens s'ils viennent nous. Tu vois, s'ils viennent nous envahir. Tac, tac, quel disque je lui offre? Euh, Oh là là, est-ce que j'ai trouvé une réponse? Allez, ouais, je vais lui offrir un album. Donc, il veut un album de rap, hein, c'est ça? Il veut découvrir un petit peu ce qu'est le rap, c'est ça? Il veut, il dit pourquoi pas s'intéresser au rap. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou est-ce que tu lui offres un autre disque? Non, 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 je lui offre un disque de rap, mais je lui offre. Je lui Il texte, offre. C'est ce que tu lui j'allais offres une dire. texte. Voilà, j'ai Ouais, l'impression. It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, deuxième album de Public Enemy, voilà, pour dire, le rap c'est ça en fait. Si ça ressemble pas à ça, faut pas chercher à faire autre chose. Reste, choisis autre chose. Le... Dans ton multivers, Théo, tu m'as expliqué et tu m'as dit, tu te rends compte, euh, Dominique Motisanti et Adriana se sont finalement enfuis. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, je veux pas, je veux-
Je vais faire le fan ultime. Je veux pas toucher au Soprano, elle est trop parfaite cette série. Je pense que tout se passe exactement comme ça doit se passer à tous les étages. C'est trop bien écrit. Donc non, c'est la même histoire qui se déroule dans tous les multivers pour les Sopranos. Dans ton multivers à toi, t'es à l'aéroport et tu vois passer, il fait moche. Et l'avion que tu vois, tu regardes un avion par la fenêtre, tu le trouves, tu dis, ouais, il est bizarre cet avion, il n'a pas l'air en grande forme. Et d'un coup, tu vois passer Alia qui va monter dans cet avion et tu l'attrapes, tu lui dis, non, 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 montez surtout pas dans cet avion et elle t'écoute. Qu'est-ce qui se passe, Théo, après? Qu'est-ce qui se passe? Plein de choses. Plein de choses parce que du coup, elle poursuit sa carrière, mais c'est aussi une révélation dans sa vie. Elle se dit finalement, on n'a qu'une seule chance de vivre sa vie pleinement. Et du coup, eh ben, elle fait des révélations fracassantes au sujet de R. Kelly, qui fait de la prison 20 ans plus tôt Tout que de suite, prévu. voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Donc ça a été vraiment au-delà de sa destinée à elle, ça change quand même pas mal de choses pour d'autres gens et d'autres potentielles victimes. Très bien vu. En parlant de sauver d'autres potentielles victimes, tu décides, avec l'aide de Dominique Moltisanti, de récupérer un peu de cargaison pas terrible au niveau stupéfiant et d'aller les planquer dans le coffre de Suge Knight et t'appelles les flics en disant, ou en le localisant en disant allez l'attraper. Donc Suge Knight avant qu'il démarre sa carrière. Qu'est-ce qui se passe après? Et du coup, moi je peux faire un parallèle. Est-ce que ça voudrait dire que du coup on évite une carrière comme Puff Daddy et comme ça on évite de nouveau d'autres pauvres victimes? Alors, si c'est avant qu'il commence sa carrière, hein, je suis extrêmement partagé, juste pour des raisons musicales, hein. Je mets de côté Bien effectivement sûr. les destinées individuelles. Parce que si c'est avant sa carrière, je suis pas sûr que Dr. Dre parvienne à s'extirper de son contrat avec Ruthless et à monter Death Row. Euh, Limite, si il y a un moment où j'aurais envie plutôt qu'il puisse dégager, c'est une fois que Death Row a été créé et avant que ça devienne une espèce d'organisation semi-criminelle ou du moins avec beaucoup de délinquance organisée autour des activités du label. Et, ouais, et que Dre soit pas obligé ensuite de repartir à nouveau. Je pense que c'est là que ça se joue. J'aurais préféré voilà, un deuxième album. Ça voudrait dire un deuxième album de Snoop entièrement produit par Dr. Dre. Mm. Ça voudrait dire un album de Dog Pound aussi, même si Dre l'a mixé, il aurait, je pense, pu mettre plus de prod à lui sur le deuxième album de Dog Pound. Et surtout, tout un tas de vies autour qui ont quand même été gâchées par tout ce qui s'est passé autour de Suge Knight. Et potentiellement, même à coup sûr, je pense, ouais, pas d'assassinat de Tupac, qui est vraiment pas un des artistes qui m'a le plus touché, mais enfin, musicalement, hein, tu vois, j'ai jamais été fan de Tupac. Il y a des choses que j'ai bien aimées, mais c'est pas, pour moi, c'est pas du tout. Enfin, j'ai jamais vu ce que les gens voient en lui, en fait, quand ils le citent systématiquement parmi les plus grands de tous les temps. Par contre, sa vie est dingue. La vie de Tupac, c'est dingue. Et le personnage et la personnalité, j'aurais été curieux de voir ce qu'il aurait donné, en fait. Vraiment ce qu'il aurait Mm. pu donner. Et ce qui est fou, c'est que quand il meurt, en fait, il a 26 ans, quoi. C'est des gamins, quoi. Lui, Biggie, c'est-à-dire que Biggie, c'est-à-dire que Biggie se fait pas assassiner non plus. Ouais, voilà. C'est là que j'aurais mis ça. J'aurais mis Suge Knight qui se fait choper plutôt après, après Doggy Style plutôt Avant qu'au qu'il tout démarre quelque début chose. du moment où il commence à mettre un pied dans la porte. Mm. La porte dans ton multivers, Adam Silver te la grande ouverte, Théo, et te confie les clés de la refonte du All-Star Game. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, très bien. Attention, hein, j'ai un dossier de 700 pages, je suis prêt pour cette refonte. Non, tout simplement, c'est simple en fait. C'est que on repart sur confrontation Est-Ouest à l'ancienne, comment dire, c'est où c'est au mérite simplement. Par contre, voilà, il y a simplement une charte en fait, c'est que tu dois t'engager en fait quand tu participes, tu t'engages à jouer le match sérieusement. Sinon, c'est très simple, t'es pas obligé de venir, t'es pas obligé de jouer, mais par contre t'es pas All-Star. Et donc t'as pas 15 sélections All-Star Game alors que t'es venu juste montrer ta tête
Ça, il n'y a pas. Donc, il y a des implications forcément, place dans l'histoire, etc. Mais voilà, je ferais ça simplement. Je serais totalement radical. Je dis, mettons, parce que là, c'est cette histoire de dire, en effet, si tu fais ça, t'es pas All-Star. Mais à partir du moment où ils font tous pareil, c'est comme une classe de 30. C'est vrai. Si on a un qui est dissipé, c'est une chose, et si tout le monde fout le bordel, c'est un autre problème. Moi, je dirais, l'équipe qui perd, l'équipe qui perd, à l'intérieur, il y a un joueur, alors, on va dire que c'est l'Est, New York, Celtics et tout. Tous les clubs représentés par les joueurs ont 5 victoires de moins à la fin de l'année. Moi, je La suis comme ça, moi. violence. Ah, là, tu joues, hein. Ah, là, tu Non, joues. moi, j'en ai une autre sinon. J'en ai une autre. C'est-à-dire que sinon, tous les joueurs de l'équipe perdante doivent jouer un mois complet avec dans le dos, non pas leur nom, mais le nom d'un des joueurs de l'équipe vainqueur. C'est-à-dire que si t'es Giannis Antetokounmpo et t'as Mais ils sont tous perdu, copains aujourd'hui. mais tu crois qu'ils kifferaient de jouer Ou des alors, matchs tous les avec joueurs marqué qui perdent sont pas éligibles au trophée de fin de saison. Ah, c'est bon ça. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Le problème, Non, c'est, mais putain, mais le problème, c'est que c'est pareil, ça va moins 5 victoires, moins 3, allez, 5 c'est dur, mais moins 3 victoires, ça peut tout jouer au c'est moment vraiment hyper ouais. du play-in, hein. C'est hyper compliqué ce truc-là parce qu'en fait vraiment, moi je suis persuadé que c'est que ça peut partir que d'orgueil et que de la part des joueurs en fait. À Mais bien partir du sûr, il moment n'y a où que eux qui tiennent c'est pas ouais. la ligue qui tient le truc, c'est eux qui tiennent le machin. S'ils ont envie, ils ont envie. Mais soit, si on leur met une carotte, il faut leur mettre une grosse carotte. Alors, Mm. pas une carotte, pas Non une non, sanction, t'inquiète pas, c'est mais un la carotte programme pour, tout public, tu vois. ouais, ouais, la carotte pour avancer. Donc, je sais pas. Mais bon, aujourd'hui, avec des gamins dissipés, la carotte, c'est pas du positif, c'est du négatif. C'est-à-dire, Mm. C'est le bâton quoi. c'est pas genre, tu verras la télé si tu manges. C'est si tu manges pas, tu regarderas pas la télé. Voilà. Ça, c'est la manière de le présenter. L'expertise, l'expérience là, attends, on pourrait faire les maternelles version Hoop Culture. Exactement, exactement. Théo, t'es allé dans le multivers, mais tu y es allé là, tu y es allé, euh, t'es retourné mars 96, dans le vestiaire des Bulls. T'es allé voir le numéro 23 des Bulls et tu lui as dit, bon, elle est bonne votre saison là, mais en 2015, il y en a, ils vont en prendre 73. Qu'est-ce que ça change? Je pense que si je vais le voir lui, je pense que ça change pas grand-chose. Parce que ce qui est fou là sur leur saison 96, c'est que c'est Steve Kerr qui a raconté ça, que la plupart du temps, enfin plusieurs fois, pas la plupart du temps, mais qu'à plusieurs reprises, Jordan justement en se pointant dans le vestiaire avait l'impression que les mecs étaient un peu fatigués ou usés, etc. Et Steve Kerr dit non mais vous inquiétez pas, ce soir je vais faire le job. Et qu'en fait, c'est lui, il était déjà déterminé à gagner 82 matchs s'il pouvait, en fait. C'est ça Ouais. qui est incroyable avec ce mec-là. Donc je sais pas s'ils arrivent à en choper une de plus. Ça, je sais pas, quoi. Je sais pas. Ouais, Limite dans le est-ce qu'ils se multi. disent, on va plus faire attention ou j'ai pas l'impression que c'était forcément la chasse absolue, ce truc-là. Non, je crois. Je pense que c'était attraper les 70, mais qu'après, s'ils avaient fait 72, c'était pas très grave, quoi. Ouais, puis il y avait moins de buzz quand même. Enfin, tu sais, il y avait du buzz, mais c'était ton beatwriter qui notait en disant ouais, vous êtes pas loin du record des Sixers, Ah, mais c'était je crois qu'à pas. l'époque, ça avait fait du bruit quand même, hein. Ouais. Oui, mais c'était pas Ils en avaient fait incessant, les je pense, comme. slogans, ouais, ouais. Ouais. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, limite, c'est dans le multivers, j'aimerais aller voir plutôt Draymond Green au bout de la saison où ils en prennent 73 pour lui dire mais c'est bien 73, mais si vous gagnez pas derrière, vous allez avoir l'air con. Donc si tu peux garder et ne pas mettre une patate dans les bijoux de famille de LeBron pendant les finales, je pense que ça peut faire la différence quand même. C'est de la triche, sinon on peut plus rigoler. Dans ton multivers, tu as une petite pilule rouge que tu as mise au point dans notre monde à nous, qui peut drastiquement et totalement changer le caractère, non pas le jeu, mais le caractère d'un joueur NBA.
c'est-à-dire le faire switcher totalement à l'envers. À qui tu donnes la pilule? Enfin, à qui tu l'as donné, pardon, dans ton C'est-à-dire multivers. que ça peut changer complètement son Juste le tempérament, c'est ça? caractère, ça change son tempérament. Ça change pas sa manière de jouer, mais ça change son tempérament. Alors, le premier auquel j'ai pensé, c'est Boris Diaw. Tu vois, quand tu m'as lancé le truc, Ah ouais. il y a un multivers où Boris Diaw a la détermination de Tony Parker et où il est Il dans est trop. le top 10 all-time des plus grands joueurs de tous les temps. Euh, Tu Attends. vois, ça peut être un fou qui devient un mec normal ou par exemple Duncan, tu vois. Si Duncan, tu lui mets la tronche de Kevin Garnett. Est-ce que Duncan serait, Putain, est-ce qu'il aurait été aussi fort parce qu'il est fort parce qu'il est comme ça, il a ce calme. ben, en fait, je pense qu'à l'intérieur, il était tout aussi taré. C'était un C'est possible. compétiteur tout aussi taré que Garnett, en fait. C'est. Rodman? Non, parce qu'il est comme il Ouais, est grâce à ça. ouais, c'est ça. J'allais partir peut-être sur. Tu vois, c'est intéressant que tu dises Rodman. J'allais peut-être partir sur Ron Artest, Mhm. Metal World Peace, là, pour lequel j'ai quand même toujours gardé une certaine tendresse. Euh, mais. Et qui a eu une très belle carrière, hein. Je pense que. Voilà. Mais c'est vrai que s'il avait pu rester plus sous contrôle à des moments où je pense que lui-même regrette d'avoir pas été en capacité de rester sous contrôle, ça aurait quand même été une plus belle carrière. Mhm. Euh, tu sais, souvent on dit que c'est Kevin Love le premier qui a parlé de santé mentale. Le premier, c'est vraiment Ron Artest, hein, Bien sûr. où tout le monde rigolait quand en conférence de presse, la première personne qui remercie, c'est sa psy. Donc ouais, je dirais Ron Artest, ouais. Il y avait une belle carrière à faire, plus belle, je pense. Ça se tient. Toi, à qui tu as pensé quand tu Ouais, réfléchis Duncan, à j'aurais bien aimé Duncan? Ouais. voir Duncan un peu, un peu plus. Enfin, je sais pas, peut-être Duncan, ouais, ça voudrait dire Duncan avec la mentalité de Kobe, tu vois. Même Hmm. si, ouais, bon, bref. Et dans ton multivers, et ça, je pense que c'est pour ça que tu passes beaucoup de temps, malgré tout. C'est pour ça que tu es claqué. Tu es un des plus grands producteurs, non pas de musique, mais de spectacles. D'accord? Et tu as maintenant des crédits illimités pour ton nouveau festival que tu as appelé tout simplement Homeser by Nature. Après le très réussi Hip Hop Theory, En toute, en toute en toute, humilité, en toute magnifique. utilité, Homeser by Nature. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui le headliner alors de ton festival, le nouveau? Pour cette année, Ouais, pour cette année. c'est mon gars Flint. C'est mon gars Flint. Crédit illimité. J'ai rien à foutre. Son disque, il est trop bien, faut que les gens l'écoutent. Donc c'est mon gars Flint. Voilà, D'accord. je reste là-dessus. Bon, ça tient la route, bravo, bien joué. Écoute, on retournera dans ton multivers bientôt parce que je suis sûr il va encore s'y passer pas mal de choses. Merci Théo. Merci à toi, Pierre Armand. Comme je te le disais, avant qu'on commence Soup Culture, j'aime pas les surprises. Sauf quand elles sont orchestrées par Pierre Armand Samama. Tu m'avais pas du tout prévenu que tu avais préparé tout ça. C'est impeccable. 2 semaines de suite que tu sauves que tu tiens la baraque. Merci, merci mon poteau. Allez, on va passer à nos rubriques. Qu'est-ce que tu as écouté cette semaine? Alors, dans ton multivers ou dans ton monde normal? Ouais, alors cette semaine, j'ai écouté le nouvel album de Kerry James, que j'ai écouté un peu par hasard, parce que tu sais, je fais jamais gaffe sur l'appli de streaming que j'écoute. Ça te met une petite pastille quand il y a un nouvel album. Je sais pas pourquoi je regarde jamais ce truc-là. Et là, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait un nouvel album de Kerry James que j'ai écouté, qui s'appelle RAP pour Résistance, Amour et Poésie, que j'ai trouvé hyper intéressant, comme toujours avec Kerry. C'est vraiment un mec ultra charismatique. Je trouve que l'album porte parfaitement son nom parce que ça parle de résistance, ça parle d'amour sous toutes ses formes et il y a pas mal de poésie. Et il y a 2 morceaux vraiment que j'ai adoré dessus pour des raisons complètement différentes. Le premier, c'est un morceau qui s'appelle Qui on est, que je trouve magnifique, vraiment, vraiment magnifique. Et tu sais, dans l'art, en fait, souvent je suis plus touché par les œuvres ou les artistes qui ont une démarche où tu as l'impression que l'artiste a fait 2 pas en avant,
mais que c'est à l'auditeur ou au spectateur de faire le dernier pas. Quand il y a de la place à l'interprétation, moi, c'est souvent ces formes d'art qui me touchent le plus. Dans le disque de Kerry, il y a plein de choses. Voilà, un message extrêmement militant, mais très littéral, donc que je trouve, voilà, qui me plaît sur le sens, mais dans lequel je suis un peu moins touché d'un point de vue artistique. Par contre, ce morceau-là, donc Qui on est, que je trouve vraiment fantastique, et avec sur le refrain une artiste que je ne connaissais pas du tout. Tu vas me dire si tu connaissais cette chanteuse qui s'appelle Karine Guyok-Turam, qui a une voix incroyable. Je me suis rendu compte qu'elle avait réalisé un album de reprise de chansons de Nina Simone. Donc elle chante en français sur le morceau de Kerry, mais elle chante aussi en anglais avec une voix fantastique. C'est à Karine Guyok-Turam. Donc ouais, il y a ce morceau-là, et derrière il y a un autre morceau, il s'enchaîne dans l'album, rien à voir, complètement différent, qui s'appelle Wu-Tang, qui pour le coup est hyper hardcore. Et Pierre, moi j'aurais juste que tu me fasses cette fleur quand on aura fini l'Aube Culture là, que tu écoutes donc ce premier morceau qui s'appelle Qui on est, et je suis sûr que celui-là, je serais vraiment très étonné qu'il ne te plaise pas. Et derrière, je voudrais que tu écoutes le morceau Wu-Tang de Kerry. Et maintenant, qu'en l'écoutant, tu m'imagines moi, dans ma voiture, au moment du refrain, en train de scander le refrain à plein poumon, en train d'aller chercher mes courses. Et tu pourras, je pense, te faire une bonne image de la consternation des gens dans la file du Carrefour Drive à côté de chez moi, au moment où j'étais là avec la musique à fond. Donc voilà, je t'en dis pas plus, mais je t'encourage à faire ce petit exercice mental. Mais est-ce que tu as fait comme les gars, tu sais que tu vois les vidéos aux États-Unis où tu as souvent un type qui est énorme au volant, il a son gamin et il le secoue dans tous les sens, tu sais, pendant qu'il écoute des classiques, et l'autre il a son popcorn qui part. Il a ses céréales et tout. Absolument. Ben, on va écouter ça. Alors moi, je vais sur ton terrain de prédilection. Tu parlais de ceux qui montent deux marches et toi, tu dois monter la troisième. Moi, je vais te parler de ceux, tu sais, quand tu écoutes des albums, parfois, tu as l'impression d'être un peu, euh, on va dire, dans la file, pareil, de la voiture et tu suis la voiture du gars qui est devant toi. Moi, je vais te parler d'un artiste où quand il sort un album, lui, carrément, il t'ouvre la portière passager, il te fait, viens t'asseoir. Il ferme la porte et il t'emmène avec lui. Je te parle de Crime Apple, qui est un de tes chouchous, hein, je pense. Ouais, Avec complètement. Alchemist, ça fait partie des gens, des noms que tu m'as le plus prononcé depuis qu'on a démarré Loop Culture. Il a sorti Crime Apple, son dernier album, hein, la semaine dernière, qui s'appelle Hanzei. Mais il a sorti, et attention, hein, en toute objectivité, je vais pas faire le malin, genre j'étais passé ce disque, je l'avais écouté, c'est justement AKH dans Hangtime qui nous a mis ce morceau. Il a fait un morceau avec un producteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Vidon, qui est ultra. Bah bon, voilà, si vous aimez les prods et les travails de beat et de rythme, le drum work de Vidon, c'est magnifique. Et un morceau qui s'appelle Brasil avec un MC qui s'appelle Primo Profit, je connaissais pas du tout. Et alors là, on n'est pas avec Kerry dans quelque chose, dans le morceau dont tu m'as parlé avec cette jeune femme, j'imagine, d'assez lumineux et tout. Là, Crime Apple, Vidon, Primo Profit, on est sixième sous-sol d'une cave C'est ça. au fond du New Jersey. Mon pote, si tu coupes la musique, tu entends plic, plic d'une goutte qui tombe. Il doit y avoir une salle de torture au fond. C'est dark à mourir. L'album s'appelle Bulletproof Chicken. Il est sorti en septembre. Tout n'est pas incroyable, mais ce morceau Brasil, lui par contre. Boah, alors, vous prenez une douche après, hein, tellement vous sentez poisseux, mais génial. Super sélection, Pierre. Moi, effectivement, je valide à 2000%. Coup de cœur cette semaine, Théo. Coup de cœur, un film choisi par mon fils à la médiathèque et qui m'a mis par terre. Je sais pas si tu connais ce film, Pierre. Moi, j'étais passé complètement à côté. Ça s'appelle Enfant phare. Voilà, un film français d'Emmanuel Courcol, avec dans les deux rôles principaux Benjamin Lavernet et Pierre Lotin. Je suis. Pierre Lotin, je qui suis- est donc acteur de Vas-y. Tuche, il me semble. Non, Ah, c'est c'est lui? possible. Je C'est crois, tout à hein, fait je possible. crois. Ouais. Et Benjamin Lavernet, qui est pour moi le plus grand acteur français actuel. Bah voilà, de la comédie française. Les deux Le sont plus grand. excellents, mais ouais, les deux sont excellents. Tu connais ce film ou pas, Pierre Je Armand? l'ai vu il y a 15 jours.
Ok, ah Je suis bah. alors, t'es tombé par terre. Heureusement que j'avais mis un coup de ça parce que tu as dû sentir quelque chose en dessous. C'était moi qui étais déjà par terre. Ok, bon bah voilà, on est sur la même longueur d'onde. Et tu sais, c'est très rare que les œuvres fictives m'émeuvent au point que j'ai littéralement la larme à l'œil. Là, pour le coup, Extraordinaire. énorme gifle. Et c'est un film dont tu ressors. Je vous en dis pas trop parce que je veux rien vous spoiler. Ça parle de. Il y a de la musique en ligne de fond, en toile de fond, pardon, mais c'est une histoire de famille, c'est une histoire de. Voilà, c'est une histoire de frères, c'est une histoire d'amour aussi d'une certaine manière, d'amour fraternel. Ça sonne juste, ça tape pile là où il faut que ça tape, sans que ça soit larmoyant ou que ça en fasse trop. Il y a un fond social qui est parfaitement saupoudré, je trouve, de réalisme. Voilà, époustouflant. Voilà, je pense que c'est le mot que j'utiliserais. Époustouflant. Donc voilà, ça peut se regarder en famille. Nous, on était âgés de 10 à 48 et on était tous à fond dans le film. Donc je vous recommande vraiment chaudement ce film en fanfare. Fantastique. Et à la trompette de Lee Morgan. Ouais, très bien Et vu. j'aimerais tant trouver ce disque en vinyle et j'arrive pas à le Mm. trouver. C'est introuvable. À moins de le payer une fortune. Mais, Ok. et voilà. Et quand il arrive il lui offre un disque à un moment, et il dit où t'as trouvé ça, je vois le truc, je dis, Ouah, mais t'es obligé d'aimer un film pareil. Mm. C'est ça la référence musicale, tu vois. Donc voilà, c'est une merveille ce film. Et il y a en ce moment alors, je suis un peu un connard dans le sens cinéma français, je regarde pas en premier. Et voilà, bien fait pour ma gueule, en fanfare, extraordinaire. Et série française, je regarde pas en premier, bien fait pour ma gueule. Le film Des Vivants, la série Des Vivants sur les attentats du 13 novembre, avec Benjamin Lerner qui est là. Mais laisse tomber. Mais la qualité du truc, du jeu d'acteur. Ce type, depuis que je l'ai vu la première fois que je l'avais vu, c'est dans Le Sens de la fête, Mm. avec la comédie avec Bakri, où il joue le marié, il joue un sale con. Et j'avais dit, putain, qu'est-ce qu'il joue bien ce type, faire le sale con à ce point-là, c'est fort. Et à chaque fois que je le vois, enfin, pour moi, c'est le plus grand acteur français actuel. Mais Bah, genre, mm. il n'y a pas de photo, quoi. Mieux que Chris sur clavier, c'est ça que t'es en train de me dire. Alors, j'ai dit actuel, Pas all time. touche pas aux légendes. Non, mais c'est toujours le même délire. Christian Clavier, il y a 2 films de Christian Clavier qui sont dans la légende du cinéma français, enfin 3, Les Deux Bronzés et Visiteurs, qui font que ce type-là est au panthéon du cinéma français, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, Mm. on a des souvenirs de Christian Clavier extraordinaires, d'expressions. On a plus d'expressions dans notre vocabulaire quotidien de phrases de répliques de Christian Clavier que de beaucoup d'autres acteurs français, hein, je pense. Complètement. Complètement. Du coup, c'était des vivants, là, ton coup de cœur de la semaine ou... Non, pas du tout. Non. Mon Ouais. coup de cœur de la semaine, alors il fait écho à un petit peu ton multivers. Euh, c'est un ami et un type extra, maître de conférence, un type brillant qui s'appelle Tariq Chakor, marseillais, euh, qui a écrit un petit dictionnaire chez JC Lattès sur Joule. Voilà. Et c'est un vrai dictionnaire, donc lettre par lettre. Et moi, j'aime pas la musique de Joule, mais ça reste un phénomène quand même qui est au-delà de la musique, qui est un phénomène culturel aujourd'hui. C'est à lui qu'on confie, enfin, qui amène la flamme olympique sur le sol français. C'est pas n'importe quoi, tu vois, c'est un honneur qu'il a. Et du coup, je voulais pas, moi, idiot, et je veux comprendre le phénomène Joule en soi, ce que ça représentait, d'où ça vient. On sait que c'est un monstre de travail, que c'est un personnage très particulier et très, alors pas nébuleux dans le mauvais sens, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un peu insaisissable, qui reste souvent, lui, il pense qu'à travailler. Donc voilà, c'est très simple, c'est un petit essai, tu vois, où tu as, par lettre, tu as 2, 3 pages. C'est évidemment autour de Marseille. C'est une déclaration d'amour de Tariq à Jul, puisque c'est un peu, il a grandi un petit peu avec cet artiste-là. Mais voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors attention, ça m'a pas plus donné envie d'écouter Jul du tout. Ça m'a pas éclaté
permis de voir sa musique différemment. Je ne suis pas client, tout simplement. Mais c'est l'occasion de rentrer dans l'univers d'un des personnages les plus prolifiques, humbles et particuliers du paysage du rap français. Voilà. Tariq Shakor, petit dictionnaire de Jul à lire. C'est très sympa, ça se lit très vite et c'est plein d'humour. Et voilà. Et j'embrasse Tariq. Super, ben donc j'avais pas du tout vu ce coup de cœur là, je savais pas que ça existait, par contre ça a l'air sympa comme procédé quoi. Ouais, et autre coup de cœur, un deuxième, Ouais, parce que voilà, on parle beaucoup de hip-hop, mais on a chacun des backgrounds différents. Moi, tu sais que j'ai un background très rock qui vient du métal même, et vient de sortir la semaine dernière une réédition en vinyle, un double vinyle du Live After Death pour les 40 ans du grand concert d'Iron Maiden, avec cette pochette que le monde entier connaît, où tu sais, il sort de sa tombe et il dit ouais. sort de sa tombe en bleu et jaune, absolument dantesque. Quand tu ouvres le vinyle, ça, t'as toute une fresque à ce niveau-là. Donc, ils ont ressorti un vinyle bleu, un vinyle jaune pour reprendre les couleurs de la pochette de ce concert à Los Angeles, donc qui fête ses 40 ans. Et donc, il y a une édition spéciale avec le visuel de l'affiche de la tournée et du pass de la tournée également, tout un livret à lire. Donc, une très, très belle édition collector. Moi, c'est un disque qui peut me rendre encore dingue aujourd'hui, qui n'a pas pris une ride. Euh, je trouve ça génial de faire ça. Et si vous êtes fan d'Iron Maiden, justement, allez sur leur site. Leur site est incroyablement bien fait parce qu'ils annoncent les tournées. Et en fait, ils font un récap de toutes les tournées qu'ils ont fait depuis 50 ans, pratiquement. Donc, toi, tu vas pouvoir retrouver, si tu es allé à un concert Iron Maiden, moi, j'ai retrouvé des dates de concerts. Je m'étais toujours dit, mais c'était quand, en septembre, en mai? Et donc, visuel par visuel, affiche par affiche de chaque concert depuis 50 ans, tu as toutes les tournées. Et quand tu cliques, tu as les dates, les lieux où ça s'est situé, les premières parties et tout. Ouais, un travail d'archive génial. Et donc, c'est une superbe édition collector qui coûte, je crois, 50 euros. Mais pour le coup, ça vaut le coup. Et, euh, et on en reparlait, Théo. Un de mes grands regrets aujourd'hui, quand on prend des places de concert, c'est de ne plus avoir la place. Ah oui, ouais. Avec le visuel de la place que tu pouvais accrocher, punaiser. Maintenant, tu as un truc complètement impersonnel avec juste un code barre ou un QR code. Et bien, figure-toi que je me suis rendu compte que sur le site de certains revendeurs de places, tu pouvais avoir un vrai billet que tu devais payer 6 euros de plus. Et ça, c'est quelle bâtarderie de faire ça, quoi. C'est-à-dire que tu peux recevoir ton billet collector, c'est-à-dire avec le visuel, comme si tu étais 30 ans en arrière, le visuel du truc, la date, le lieu et tout. Et ben c'est 6 balles de plus. Quand tu as déjà payé une place 90, si tu veux, t'en es plus à 6 balles, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est vraiment bien, bien pourri, quoi. Déjà que sur les billets numériques, tu payes, t'as vu que t'as des frais sur l'édition du billet numérique aussi la Bien plupart du sûr, temps. bien sûr. Et là, j'ai pris 3 billets donc pour aller voir Iron Maiden au stade de Gerland, enfin ça s'appelle plus le Groupama Stadium, je crois maintenant, à Lyon. Et ben donc, par contre, tu veux le billet collector, c'est pas genre, tu as droit sur les trois, tu peux le faire un par un. Non, non, c'est les trois d'un coup. Ah, Donc, les c'est trois 20 sont sur le même balles. billet, ça? Ah oui. Si tu veux un billet collector, il faut que tu prennes pour les trois. Donc, c'est 20 balles de plus. Et Oh, je trouve putain. que c'est vraiment. T'as pas honte, Mm. quoi. T'as pas honte. Bref. Non, 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 non. Manifestement, non. Si c'était une question, visant, il y a pas de honte là-dessus, effectivement. Est-ce que t'as une relique en Oui, prime? j'ai une relique. Alors, je reviens sur le rap pour te faire plaisir, Théo, avec un jeu de cartes que tu dois avoir, que beaucoup de gens peut-être ont. C'est ce Ah jeu non, de pas du cartes. tout. Non, parce que tu n'as pas. Alors, Non. c'est alors, c'est vendu comme un jeu de cartes à trader, tu vois, échanger. Il s'appelle les légendes du rap, hein, Legends of Rap, tu vois, ici. Ouais. Et en fait, c'est un magnifique. Alors, tu as le pourquoi du comment ils ont mis ça en place, hein, avec tu vois, un magnifique visuel que tu peux même Ouais. que tu vas pouvoir sur les héros du rap. Et tu as donc, regarde bien, je montre. Alors, c'est pas très pour les gens qui écoutent en podcast, c'est pas du tout formidable. Il faut vraiment le regarder. Donc, tu vois, il y a pas mal de personnages. Et tu as, par exemple, Doogie Fresh qui est ici. Et derrière, tu as toute l'histoire de Ah. Doogie Fresh. Tu as Coolerk qui est là, les Fantastic Five, Run DMC, Houdini, Grand Wizard Theodore,
The Sequence, DJ Hollywood, Melly Mel, enfin voilà, t'as tout le monde et à chaque fois, voilà, tu vois, ils sont Ah, là et super. il y a leur histoire derrière, un peu de discographie, les Fab Five Freddy, Kool Moe qui est là ici aussi, donc tu vois, c'est très joli, c'est un très bel objet. Et pour se faire une culture, c'est vachement bien foutu. Voilà, ici, Curtis Blow, avec à chaque fois son histoire Ouais. et une discographie sélectionnée par les auteurs et le délicieux Bambata qui est là et Roxane Chanté qui est ici parce qu'il y a quand même des filles aussi. Super classe. Ouais, Ouais, très c'est très très cool. joli. C'est un très bel objet. Et pour apprendre, pour se faire une culture hip-hop, du hip-hop, des prémices du hip-hop, des premiers temps du hip-hop, c'est super intéressant. Super. Non, je connaissais pas du tout cette édition. Bah écoute, moi je suis resté aussi raccord un petit peu avec notamment notre lancement d'émission parce qu'on a parlé pas mal d'Akhenaton et moi j'ai sorti ce maxi d'Akhenaton, J'ai pas de face. C'est pas pour ce morceau-là. Pour rien te cacher, c'est pas pour le morceau de la face A, mais comme toujours, et comme souvent d'ailleurs, Ayam avait fait un morceau qui s'appelait la face B, c'est pour la face B que j'ai pris ce maxi, et c'est un morceau qui s'appelle Rien à perdre, avec le Raluciano de la Funky Family dessus, et qui lâche l'un de mes couplets de rap français préférés all time, je pense. Le couplet de Luciano là-dessus, il est incroyable. Alors, Akhenaton, tient très bien sa place, bien entendu, hein, c'est lui qui a produit le morceau, mais rien que pour le couplet du Raluciano là-dessus, sur Rien à perdre, c'est sorti, je regardais la date, c'est en 97, sorti en 97, et je pense que c'est sorti avant l'album de la Funky Family, si je me trompe pas, donc c'était un petit peu les prémices de la Funky, on les avait entendus sur le remix des Bad Boys de Marseille d'Akhenaton, mais ils n'avaient pas encore sorti leur album. Voilà, une petite pépite. C'est marrant parce que tu parlais de Chris Paul. À chaque fois je le vois quelque part, j'ai toujours cette voix d'Akhenaton qui me fait t'as pas de face. Toujours, ça me revient Voilà, toujours en parfait. tête. Voilà comment boucler la boucle de main de maître. Pierre Armand, merci une fois de plus d'avoir été mon camarade sur cette émission de Hoop Culture. On espère que ça vous aura plu et que nos bêtises vous auront fait au moins sourire pour éclairer un peu votre dimanche. Oui, je t'écoute. Vas-y, je vois que Juste tu as deux une. petites choses. C'est bientôt la Bien sûr. centième. On vous prépare une Oui. petite surprise. Et d'autre part, vous êtes peut-être en train, on est début décembre, vous allez faire le sapin sûrement dimanche. Là, on a une pensée pour vous, les gars, puisque vous allez essayer de mettre la déco du sapin et certainement, Madame va vous faire. Ça va pas du tout là. Bon, d'accord. Du coup, vous allez pouvoir vaquer à vos occupations. Mais si vous cherchez des cadeaux à faire, il y a plein de trucs. Il y a les MOOC. Et Théo vous l'a dit cette semaine dans un podcast CQFR. Il y a aussi les livres de Rivers, notamment Une saison en enfer et Goats qui est sorti déjà il y a un an. J'arrive pas à le croire que tu aies balancé cette info. C'est Ouais. complètement fou. Qui sont encore disponibles. Et c'est des livres assez intemporels qui sont pas collés à une actu, tout comme les MOOC. Donc, quand vous vous demandez quoi offrir à vos potos, quoi offrir pour un Secret Santa ou tout simplement pour faire le lèche à votre entraîneur en espérant qu'il vous donne un peu plus de minutes en 2026, n'hésitez pas à aller taper sur basketsession.com dans notre boutique et vous trouverez beaucoup de belles choses et du bonheur pour tous. Très bien vu, Pierre Armand, tu as tout à fait raison. Voilà, on essaiera tout ce qui aura été commandé avant le 15 décembre arrivera en théorie. Enfin, je veux pas m'engager parce qu'il y a quand même malheureusement l'acheminement qui est pas. C'est la seule chose de toute notre entreprise qu'on gère pas. L'acheminement entre le moment où ça quitte les mains de notre routeur et où ça arrive dans votre boîte aux lettres. Mais normalement, tout ce qui aura été commandé avant le 15 décembre devrait arriver pour Noël. Donc n'hésitez pas, effectivement, très bien vu, Pierre Armand. Merci encore à toi, merci à vous d'être avec nous. Profitez bien effectivement du week-end et du début de cette période de fête qui s'annonce et on vous dit à très vite. Ciao. Salut!